Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 10e conférence de notre cycle et je vous propose de revoir nos intentions avant de rentrer dans le cœur de la conférence. Donc, ça permettra aux retardataires de nous rejoindre. Alors, on attend près d'une centaine de personnes, avec quelques défections de dernière minute, comme toujours, mais ça devrait être une conférence très suivie. Alors, le chat s'est éteint, c'est compliqué. Donc, je vous invite à éteindre vos micros, à éteindre vos caméras et donc à utiliser le fil de discussion pour poser vos questions. Nous avons déjà enregistré 9 conférences, 8 conférences que vous pouvez voir et revoir. Celle-ci est enregistrée. Il suffit pour ça de scanner le QR code qui se trouve, qui va vous orienter directement vers YouTube et qui vous permettra de revoir les conférences qui ont déjà eu lieu et qui traitent de tout ce qui est autour de la mission Coteaux Maison Cave de Champagne et qui est en lien. Alors, qu'est-ce que vous voyez pas? Je vois pas le PowerPoint. Ah. Voilà. Donc voilà, vous pouvez noter toutes les conférences que vous auriez envie de revoir. Si vous n'avez pas pu les suivre, le replay est disponible sur YouTube. Et soit vous allez sur YouTube Champagne Patrimoine Mondial, soit vous scannez avec votre téléphone et vous irez directement sur la bonne page. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons rajouter une 10e conférence qui va traiter de géopolitique du patrimoine mondial. Et pour ça, nous avons le grand honneur d'accueillir Madame l'ambassadrice de France, déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Et pour l'introduire, j'ai moi aussi le grand honneur et le grand plaisir d'inviter Pierre-Emmanuel Tétinger, le président de la mission Coteaux Maison Cave de Champagne au patrimoine mondial, à prendre la parole et à vous faire un mot d'introduction sur Madame l'ambassadrice. Je lui cède la place. Merci, chère Anne Cavas-Saint-Marcel, d'organiser toujours avec autant de brio et de compétences ces conférences. Et bienvenue à tous et merci de suivre cette 10e conférence dans le cadre de notre cycle en visio pour partager l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir son Excellence Véronique Roger-Lacan, ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO depuis septembre 2019, après avoir été ambassadrice représentante permanente de la France auprès de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Elle a précédemment occupé divers postes au sein du ministère de la Défense et des Affaires étrangères. Ambassadrice, représentante spéciale chargée de la lutte contre la piraterie maritime, chef de la mission Mali-Sahel, sous-directrice d'Asie méridionale et directrice de l'équipe interministérielle pour les affaires stratégiques et de sécurité au sein du cabinet de la ministre des Affaires étrangères. Elle a passé 6 années au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour la délégation régionale pour l'Asie du Sud-Est, où elle était en charge de la protection des réfugiés cambodgiens, puis pour le Benelux, pour la protection des populations civiles pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine. On célèbre cette année le 50e anniversaire de la Convention pour le patrimoine mondial qui fut signée en 1972 par 167 États parties. Attachée à la défense des valeurs universelles, l'UNESCO s'efforce d'étendre sa protection aux sites les plus remarquables, avec des succès et des échecs, des inscriptions controversées, des claquements de porte et d'intenses négociations parfois. Ambassadrice de France à l'UNESCO depuis 2019, Véronique Roger-Lacan va nous faire partager les enjeux géopolitiques du patrimoine mondial.
Je tiens à dire, pour bien la connaître et pour beaucoup l'apprécier au sein de la mission UNESCO Champagne, combien nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous une personnalité de grand rayonnement personnel et très engagée, n'ayant pas la langue de bois, ce qui est pour nous un gage de meilleure compréhension des problèmes qu'elle va aborder. Nous la connaissons bien avec beaucoup de sincérité, de franchise et d'humanité. Nous la remercions aussi beaucoup de s'intéresser aux travaux de la mission UNESCO Champagne, bien sûr, et d'avoir accepté de présider notre dîner caritatif qui se tiendra la semaine prochaine, le 17 novembre, au profit du Fonds africain pour le patrimoine mondial. Son Excellence nous en dira peut-être un mot, car nous savons son attachement tout particulier au continent africain. Excellence, chère Véronique, au nom de toute la mission UNESCO Champagne, Coteaux, Caves et Maisons de Champagne, c'est un grand bonheur, une grande joie et un honneur de vous accueillir ce soir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Pierre-Emmanuel Tétinger, chers membres de la mission Coteaux, Caves et Maisons de Champagne, chers auditeurs, très heureuse d'être avec vous ce soir pour cette 10e conférence en ligne organisée par la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Je salue le dynamisme de cette mission au patrimoine mondial et je dois dire que les dernières rencontres de l'Association des biens français du patrimoine mondial s'est tenue à l'invitation de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne à Reims et que ça a été une très belle rencontre et que cette association, l'Association des biens français du patrimoine mondial, est une association extrêmement dynamique, très unie. Et je suis depuis mon arrivée à ce poste en septembre 2019, très impressionnée par la cohésion et la communauté très unie et très engagée que forment les gestionnaires des biens français du patrimoine mondial. C'est une chance que nous avons et c'est un moyen pour la France de rayonner. Votre président, Pierre-Emmanuel Tétinger, et toute son équipe sont très, très déterminants dans ce dynamisme et dans cet amour du patrimoine français. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la géopolitique du patrimoine mondial. Pourquoi ce titre? Parce que souvent, quand on parle de patrimoine mondial, on a l'impression qu'il s'agit d'un sujet en dehors de toute contingence des relations entre États et un sujet qui transcende les relations entre les États, les relations que nous voyons aujourd'hui à la télévision, dans les journaux, qui sont des relations conflictuelles. Et je vais en réalité décrire les objectifs de la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, culturel et naturel, qui sont justement des objectifs d'universalisme, d'universalité, de cohésion, de paix et de stabilité, et montrer comment, en réalité, chaque décision, chaque inscription est une inscription qui est l'objet de négociations au trébuchet et de négociations géopolitiques intenses. Alors, la Convention de 1972 est une des conventions qui est adoptée dans le cadre de l'UNESCO et dont l'existence en réalité est prévue déjà au début de l'existence de l'UNESCO en 1945, puisque les fondateurs de l'UNESCO se disent entre eux que les guerres, la Grande Guerre, les 2 dernières grandes guerres, mais en particulier les persécutions et les destructions, y compris de vies humaines, qui se sont tenues pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été causées notamment par l'ignorance par les uns et les autres de la culture, des traditions des uns et des autres. Et donc, au moment où, à New York, on s'engage pour la paix et la stabilité dans le monde, pour le maintien de la paix, en même temps, on décide de créer une organisation spécifique consacrée
à la culture, à l'éducation et à la science et à la promotion par les signataires et les fondateurs de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de la connaissance, donc scientifique, les sciences, de l'éducation à la connaissance, donc éducation, et la connaissance des cultures des uns et des autres. Et donc, dans le sillage de l'adoption de la charte, de l'acte constitutif de l'UNESCO en 1945, et l'acte constitutif de l'UNESCO dit « nous devons protéger les cultures des uns et des autres », eh bien, une série de conventions dans le domaine culturel sont adoptées, la première étant la Convention de 1954 sur la protection du patrimoine en temps de conflit, la deuxième étant la Convention de 1970 sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, et la troisième étant la Convention donc, de 1972 dont nous allons parler et dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire. Alors, elle est à la fois prévue d'une certaine manière, l'idée germe déjà en 1945, et donc germe de la volonté de ne plus avoir de conflits, qui détruisent le patrimoine de certains et du coup de protéger le patrimoine, c'est l'objectif de cette convention, mais elle naît aussi de circonstances, notamment dans le cadre du souci de développer l'accès à l'eau des populations, etc., on assiste, et vous devez connaître l'histoire, et si ce n'est, sinon on la trouve de toute façon sur Internet de manière extrêmement accessible, la destruction des temples d'Abou Simbel pour construire le barrage d'Assouan, la construction du barrage d'Assouan menace de détruire et de noyer, d'inonder les temples d'Abou Simbel et le temple d'Isis à Philae. Alors, que se passe-t-il? C'est à l'UNESCO que les archéologues, les historiens divers se révoltent et lancent une campagne de financement ils réfléchissent tous à la manière de préserver ce patrimoine inouï. Vous voyez ces images, et on comprend très bien qu'il faille alimenter en eau l'Égypte et les populations égyptiennes, mais l'idée est quand même de conserver aussi des traces de l'histoire de l'Égypte, mais qui est une histoire de l'humanité. Déjà à l'époque, on dit c'est en réalité, si on n'a plus accès à ce patrimoine, eh bien, c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui disparaîtra et nous deviendrons nous-mêmes des personnes amnésiques. Et une grande campagne de financement, mais aussi de recherche sur la manière de protéger ces temples, de négociations avec les autorités égyptiennes est entamée, et finalement, on décide de découper les temples d'Abou Simbel et le temple de Philae et de les déplacer, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces temples sont visibles pour tout le monde, protégés et disponibles pour les études, les archéologues, les historiens, pour le plus grand bien de l'humanité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, eh bien, on ne pourra pas recommencer à chaque fois qu'il y aura une menace sur un patrimoine aussi exceptionnel que les temples d'Abou Simbel. Il nous faut une protection de principe, et c'est la Convention de 1972. Cette Convention de 1972 est donc négociée, vous avez vu l'image des négociateurs, la première image que vous avez vue sur l'écran, et elle est fondée sur une idée pas novatrice, puisque c'est l'idée qui fonde le système multilatéral, le système des Nations Unies, c'est l'idée d'universalisme. L'universalisme, on en entend beaucoup parler ces jours-ci à la radio, mais nous, Français, nous en entendons aussi énormément parler en permanence, puisque c'est l'universalisme des Lumières, et cet universalisme des Lumières
est en réalité la nécessité, la proclamation de la possibilité pour chaque individu que nous sommes, chaque individu de bénéficier de la protection et de la promotion par les autorités des pays dont nous sommes ressortissants de nos biens et libertés individuelles. Donc nous, ce sont nos philosophes des Lumières qui réfléchissent à cette idée et qui ensuite la promeuvent, et tant et si bien qu'elle est au cœur du système des Nations Unies de 1945 et surtout de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh bien, la Convention de 1972 fait sienne aussi cette idée d'universalisme, puisqu'elle considère que les biens qui seront protégés par cette Convention sont des biens qui ont une valeur universelle exceptionnelle. Et pour nous, les juristes internationaux ou les diplomates du multilatéralisme, c'est une convention très précieuse, d'autant plus aujourd'hui que cette notion d'universalisme est extrêmement contestée. Vous avez sans doute entendu M. Poutine ou M. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ou M. Xi Jinping, le président de la Chine, dire au fond cette idée d'universalisme, ces valeurs onusiennes, ce sont des valeurs occidentales et nous devons maintenant faire régir le monde sur la base d'un autre système. La démocratie qui est fondée sur cette notion d'universalisme et donc d'accès des individus aux droits et aux libertés fondamentaux, ce n'est pas la panacée et ce n'est pas cela qui doit régler les rapports entre les États. Donc aujourd'hui, le premier élément de géopolitique du patrimoine mondial est cet élément d'universalisme parce qu'il est contesté par une grande partie de la planète et par en tout cas 2 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que signifie donc? Cela signifie que l'on considère que avec cette valeur universelle exceptionnelle, c'est le droit de chaque individu à avoir accès et avoir la protection de ces biens qui racontent leur histoire, qui racontent leur patrimoine. Alors, on a plusieurs éléments qui définissent aussi cet universalisme. On dit que c'est donc un bien commun. C'est un bien commun, c'est une notion dont on entend aussi beaucoup parler aujourd'hui. Et cette convention reconnaît l'interaction donc entre l'être humain, la nature et le besoin fondamental de préserver l'équilibre entre l'être humain, la nature et la culture. Nous sommes en plein Rousseau. La Convention dit aussi que le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que quand un bien est inscrit au patrimoine mondial, il n'est plus un bien champenois, il n'est plus un bien français, il est un bien qui appartient à l'humanité tout entière. Et quand vous-même faites la promotion, vous êtes des ambassadeurs du bien Champagne, eh bien, vous êtes des ambassadeurs de cet universalisme, vous êtes des ambassadeurs de France, mais vous êtes des ambassadeurs de l'UNESCO aussi, auprès de l'humanité tout entière, auprès des autres populations du monde. Et la Convention continue en disant que c'est un bien à valeur universelle exceptionnelle parce que la perte de ce bien, par suite de dégradation ou de disparition, de ce bien éminemment précieux, constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde, et pas uniquement, puisqu'on est en Champagne, de la Champagne. Et pour cela, elle propose d'assurer le mieux possible l'identification, la protection, la conservation et la mise en valeur adéquate de ce patrimoine mondial irremplaçable. Une petite définition du patrimoine qui est intéressante pour nous tous, c'est qu'en droit, les notions d'héritage et de transmission
sont les noyaux donc, de ce qu'est le patrimoine. Le mot en lui-même signifiant simplement un bien d'héritage qui descend, suivant les lois, des pères, des mères et des mères à leurs enfants, et qui était employé en tant que comme tel dans la Rome antique, qui a pour racine patrimoine pater, et signifie que c'est un bien de famille donc, qui est transféré et dont on a besoin pour sa propre existence. Aujourd'hui, donc pour continuer sur cet universalisme qui est contesté, je disais la notion d'universalisme contestée notamment par la Russie et par la Chine, mais parallèlement à cela, la Convention de 1972 est une convention qui est ratifiée par 193 États membres, c'est-à-dire quasiment la planète entière, et donc elle est universelle à ce titre aussi, parce qu'elle embrasse une participation universelle de toute la planète. Aujourd'hui, et à l'époque, les négociateurs de la Convention s'étaient dit qu'ils limiteraient la liste des biens du patrimoine mondial à 1000 biens. Mais nous nous rendons compte que c'est devenu une inscription au patrimoine mondial est devenue aussi une sorte de symbole de l'existence sur la scène internationale d'un pays et de son existence en tant que patrimoine, c'est-à-dire qu'il a un droit autant que les autres à être représenté sur la scène internationale par son patrimoine. Et cela, ça a une vraie signification parce que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, le président Tétinger parlait du patrimoine mondial africain. Beaucoup d'États, notamment africains, considèrent que sur les 1154 biens inscrits aujourd'hui, la plupart sont des biens occidentaux. Et donc, il y a une revendication du Sud contre le Nord, et donc là, géopolitique du patrimoine mondial, pour considérer que tout ça suffit, ça suffit. Il y a sur les 1154 biens du patrimoine mondial, il n'y en a que 108, disent-ils, qui sont africains, et les Africains souhaitent augmenter la liste des inscriptions africaines sur le patrimoine mondial. Donc les chiffres, c'est 1154 biens sont inscrits au patrimoine mondial aujourd'hui, dont 43 sont transfrontaliers, 52 en péril, la plupart africains. 4 sites ont été délistés. Alors ça, c'est intéressant et c'est une petite... je vais commencer à rentrer dans des cas particuliers parce que le délistage, c'est aussi un gros problème de géopolitique. 4 sites ont été délistés, donc normalement, on est inscrit au patrimoine mondial. Et puis ensuite, il y a chaque année, une fois qu'on est inscrit, un examen de l'état de conservation du bien, parce que l'inscription, ce n'est pas on est inscrit et après c'est terminé. En réalité, et le président Tétinger, toute l'équipe sait à quel point c'est un travail exigeant, qu'il ne s'agit pas uniquement d'être inscrit, mais c'est un travail quotidien de longue haleine, de promotion du patrimoine, notamment ce que ces conférences, ça fait partie de la gestion du bien, comme on dit, c'est-à-dire du rayonnement de sa connaissance. C'est un élément important de la Convention de 1972. Il faut faire connaître le bien. Et si on ne remplit pas ces obligations, on ne passe pas seulement celle d'organiser des visioconférences avec des conférenciers très engagés, mais il faut notamment énormément de choses, faire connaître le bien, le conserver de manière historique et architecturale. S'agissant des biens naturels, le protéger contre le dérèglement climatique. Et donc, on a d'autres catégories qui sont les biens en péril. Lorsque on ne remplit pas très bien ses obligations et que finalement le bien est en péril, il est inscrit sur la liste du patrimoine en péril. Et puis, si le péril demeure, eh bien, on finit par être délisté. Et alors, je raconte 2 histoires de biens en péril parce que, alors, il y a une histoire qui est l'histoire de Venise. Vous avez vu tous sur
les images sur le net ou à la télévision de ces paquebots immenses qui traversent le canal de la Giudecca pour aller vers la place Saint-Marc et s'enfoncer vers la lagune et qui était totalement destructeur de Venise. Les autorités italiennes ont essayé d'interdire le passage de ces paquebots dans le canal de la Giudecca et tout près de Venise, mais les commerçants de Venise et donc la mairie de Venise ne souhaitaient pas, parce que c'était une manne financière absolument énorme, et ne souhaitaient pas interdire l'accès de ces paquebots à Venise. Alors, l'UNESCO a dit, eh bien, nous allons inscrire Venise sur la liste du patrimoine en péril. Et les autorités nationales italiennes ont dit, excellente idée, c'est un moyen que nous allons employer pour faire pression sur le maire de Venise, parce que c'est le maire de Venise qui prend cette décision. Et ça a été un jeu géopolitique entre l'UNESCO, le gouvernement italien, les membres du comité du patrimoine mondial, qui ont utilisé cette arme du passage possible sur la liste du patrimoine en péril pour finalement convaincre le maire de Venise qui a cédé, et donc aujourd'hui, plus de paquebots. Et c'est un des dangers qui menace la préservation de Venise qui est désormais éloigné. Autre exemple de discussion que nous avons eu au dernier comité du patrimoine mondial, et là qui montre les questions géopolitiques, c'est le délistage du port marchand de Liverpool. Liverpool, donc, ce sont ces docks anciens qui ont été inscrits au patrimoine mondial, et la mairie de Liverpool décide que ces docks ne vivent pas et décide de reconstruire des infrastructures modernes au sein de ces infrastructures ou de ce patrimoine ancien. L'UNESCO s'insurge contre ces constructions et dit « on va délister ». La mairie de Liverpool dit « nous protégeons parfaitement bien notre patrimoine, tout le patrimoine ancien, mais à côté de cela, c'est une ville, c'est une zone urbaine, nous devons y faire venir des citoyens, la faire vivre, et nous considérons que ça ne met pas en danger la valeur universelle exceptionnelle. » Donc, des discussions étaient entamées entre la mairie de Liverpool, le gouvernement britannique, l'UNESCO, et nous avons appris, c'était la Chine qui présidait le comité du patrimoine mondial, qu'à ce moment-là, et nous savons que c'est nous le voyons aussi tous les jours à la télévision, l'entendons à la radio, que les rapports de force entre les puissances pas qui dirigent le monde, mais qui ont le plus d'influence sur la planète, se traduisent de différentes manières. Et à l'UNESCO, ils se traduisent notamment, ces rapports de force, sur des négociations sur le patrimoine mondial. Et la Chine, qui présidait le comité du patrimoine mondial à ce moment-là, a demandé, c'est avéré, ce sont un certain nombre de mes interlocuteurs ambassadeurs qui me l'ont confirmé, a demandé aux membres africains du patrimoine mondial de tout faire pour ne pas céder aux demandes du Royaume-Uni de maintenir Liverpool sur la liste du patrimoine mondial. En gros, c'était une sorte de barrage que la Chine essayait de monter contre un État occidental. À ce moment-là, le Royaume-Uni a été mis au courant et a dit, si c'est cela, peu importe, nous sortons du patrimoine mondial, nous ne souhaitons pas jouer ce jeu-là. Et donc, Liverpool a été délisté. Les sites, alors je reviens sur mes statistiques, donc j'ai dit qu'il y avait 1154 biens, 43 transfrontaliers, 52 en péril, 4 sites ont été délistés, dont Liverpool, et 897 sites sont des sites culturels et 218 sites sont des sites naturels. Ces biens inscrits le sont dans des territoires de 167 États parties. Et en France, vous le savez,
nous avons 49 sites inscrits. Autre exemple de discussion sur le délistage ou sur le passage de la liste du patrimoine en péril, vous avez peut-être entendu parler aussi l'année dernière du fait que la grande barrière de corail, donc un bien naturel en Australie, était menacée d'être passée sur la liste du patrimoine en péril. À ce moment-là, l'Australie, qui était dirigée par un gouvernement conservateur, accusé notamment par l'opposition, mais aussi par beaucoup de scientifiques et d'associations de protection de l'environnement, etc., de négliger totalement cette grande barrière de corail et de favoriser l'exploitation de charbon en amont de la barrière de corail, de sorte que tous les déchets des exploitations de charbon se déversent sur la grande barrière de corail et blanchissent la grande barrière de corail. Donc, menace de faire passer la grande barrière de corail sur la liste du patrimoine en péril. À ce moment-là, l'Australie a brandi l'arme géopolitique, disant qu'il s'agissait d'une mauvaise manière de la Chine, mesure de rétorsion de la Chine contre l'Australie pour des raisons géopolitiques. Une énorme campagne extrêmement politique a été menée et finalement, un certain nombre d'États membres sommes montés au créneau pour soutenir l'Australie. Avons-nous eu tort ou raison? Je ne sais pas, mais nous l'avons soutenu et la grande barrière de corail n'est pas passée sur la liste du patrimoine en péril, mais le comité du patrimoine mondial a demandé à l'Australie de prendre toutes les mesures indispensables à la protection de la grande barrière de corail contre les déchets acides de l'exploitation des mines de charbon. Je passe maintenant peut-être un petit peu à quelques exemples particuliers. Alors, je crois que dans les diapositives qui vous sont soumises, après Abou Simbel, voilà, nous avons des exemples d'inscriptions que je vais vous décrire, des exemples de questions géopolitiques sur les inscriptions ou en tout cas quelques exemples de biens qui sont sujets à des questions géopolitiques. Donc la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg est un exemple très intéressant. Elle a été classée au patrimoine mondial comme exemple de biens religieux transformés en musée et que tout le monde pouvait aller visiter. Donc l'Union soviétique, c'était considéré comme un lieu de culture et pas un lieu de culte pour les uns et les autres. Et elle a été restituée à l'Église orthodoxe russe par le régime de Vladimir Poutine, générant une grande discussion au sein du comité du patrimoine mondial parce que cette décision a été prise d'abord sans information du comité du patrimoine mondial et de l'UNESCO et ensuite qu'il a été considéré que cette cathédrale avait été inscrite en tant que musée et que sa transformation en église ne correspondait pas à la valeur universelle exceptionnelle du moment où elle avait été inscrite. Idem pour Sainte-Sophie, et ça vous avez dû en entendre parler aussi beaucoup à la radio. Sainte-Sophie a été inscrite au patrimoine mondial dans un bien plus global qui était le centre historique d'Istanbul et classé au patrimoine mondial comme musée. Parce que vous le savez, c'est un bien qui abrite des cultes multiculturels et multireligieux. Et c'est Atatürk qui consacre son usage laïque en le transformant en musée. Lorsque Erdogan, en juillet 2020, donne
à la basilique Sainte-Sophie un usage de mosquée. C'est un séisme au sein de l'UNESCO, mais c'est un séisme, bien sûr, notamment avec la Grèce. Et donc, s'ensuivent toutes sortes de négociations extrêmement dures entre la Grèce, la Turquie, Chypre, la Turquie, mais aussi une intervention des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, car, vous le savez, le monde arabe se dispute aussi le lieu du culte le plus éminent, du culte musulman le plus éminent entre la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée Al-Azhar en Égypte ou la Mecque. Donc, il y a déjà beaucoup de concurrence entre ces trois lieux. Et donc, lorsque le président Erdogan décide de transformer Sainte-Sophie en mosquée, il y a dans son esprit aussi une volonté de s'ériger en champion du monde musulman et de proposer un quatrième lieu de culte et volonté de monter en puissance comme leader du monde musulman contre les trois leaders, la Mecque, Al-Aqsa et Al-Azhar déjà. Donc tout cela est un vrai sujet qui se pose désormais à chaque comité du patrimoine mondial, parce que à chaque comité du patrimoine mondial, on a ce qu'on appelle l'examen d'un état de conservation de Sainte-Sophie, et je n'ai pas pris avec moi, j'aurais dû le faire, le libellé de la décision sur Sainte-Sophie, je l'ai peut-être quelque part, mais il est demandé à la Turquie à chaque fois de prendre les mesures pour la conservation de Sainte-Sophie, et les négociations de ces phrases, ce sont des heures et des heures de négociations entre la Russie, la Turquie, Chypre et la Grèce, mais aussi d'autres États. Je passe à d'autres biens. On peut passer à la diapositive suivante. La question du Japon est une question. Des inscriptions du Japon et de la Corée sont aussi des inscriptions très controversées au plan géopolitique. Le Japon a inscrit là on a Sado, mais c'est surtout les sites de la révolution industrielle Meiji 1868-1912. Il l'a inscrit au patrimoine mondial en 2005. Ce sont 23 lieux témoins de l'essor de la sidérurgie, de la construction navale et de l'extraction houillère. Mais 7 de ces lieux étaient des lieux de travaux forcés dans lesquels des Coréens ont été employés, persécutés, exploités, tant et si bien que la Corée s'est opposée à l'inscription de ces sites de la révolution industrielle Meiji, mais a perdu. Le comité du patrimoine mondial a quand même décidé d'inscrire ces sites. Donc, à chaque comité du patrimoine mondial, des négociations de couloir, mais très, 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 très intenses, mais ça peut être aussi des négociations en salle au sein du comité du patrimoine mondial au moment de l'examen de l'état de conservation du bien des sites sidérurgiques de l'ère Meiji se tiennent. Et nous avons toujours, c'est la même chose pour Sainte-Sophie ou pour la cathédrale russe, toujours peur qu'une de ces négociations que nous tenons dans les couloirs, ce qui fait que nous arrivons au comité avec une négociation qui s'est faite et qui peut être adoptée au consensus parce que les conflits se sont tenus en dehors de la scène, mais rien n'exclut
qu'un des États membres décide de lever sa plaque et de bloquer tout le comité. Voilà la crainte et voilà ce qu'est cette géopolitique du patrimoine mondial. Alors, nous avons la menace d'avoir un autre conflit de cette nature entre le Japon et la Corée, car le Japon a le projet où certaines autorités japonaises, il semble que ce danger s'éloigne, mais on ne sait jamais, souhaitent inscrire aussi les mines d'or de Sado. Elles sont inscrites à la liste indicative du patrimoine mondial. Ça signifie que l'État va proposer la candidature un jour ou l'autre de ce bien. Et là, même sujet, c'est un lieu d'exploitation où 2000 Coréens ont été esclavagisés, maltraités, persécutés, et la Corée s'oppose absolument à l'inscription de ce bien au patrimoine mondial, puisque pour la Corée, tout cela s'oppose à la valeur universelle exceptionnelle, puisque s'il s'agit de persécution, on ne peut pas parler d'universalisme et de valeur universelle exceptionnelle. L'autre exemple de géopolitique est celui du site de Lumbini, inscrit au patrimoine mondial en 1997 au Népal. Et il est aussi un objet de négociation permanente entre la Chine et l'Inde, car les uns et les autres se disputent l'histoire de la naissance de Bouddha et la propriété de l'histoire de la naissance de Bouddha. Heureusement, le bien est au Népal, mais cela n'empêche pas les souhaits de modifier les décisions et les états de conservation et d'apporter chacun sa vision de l'histoire du Bouddha et de la manière dont telle ou telle pierre doit être conservée, doit être mise en valeur en fonction de la manière de voir le bouddhisme, soit en Chine, soit en Inde. Voilà, nous avons maintenant un autre sujet qui est le sujet de Israël-Palestine. Vous le savez, la Palestine a frappé à la porte de l'UNESCO comme elle frappe à la porte de beaucoup, beaucoup d'autres organisations internationales, a frappé à la porte de l'UNESCO pour être reconnue et inscrite en tant qu'État membre depuis longtemps, parce que l'admission comme État membre, ça vaut reconnaissance de l'existence de la Palestine comme État. C'est très, très important évidemment pour les Palestiniens et pour la Palestine et pour le monde arabe, très contesté par Israël et très contesté par chacun des États qui ne reconnaît pas la solution dite à deux États. Eh bien, la Palestine est parvenue à intégrer l'UNESCO comme État membre en 2011. Et depuis, son objectif est d'inscrire le plus de biens possible du patrimoine mondial. Parce que, donc voilà, on a un État, la Palestine est reconnue comme État, à l'UNESCO, un des attributs de l'État, c'est le patrimoine et c'est le patrimoine mondial. Donc, géopolitique du patrimoine mondial. Et on voit très bien que c'est vraiment un objectif très, très, très organisé de la Palestine, puisque depuis 2011, la Palestine a fait inscrire en 2012 l'église de la Nativité à Bethléem. Vous la voyez sur le milieu de la diapositive. A fait inscrire en 2014 les collines terrassées autour du village de Batir et a fait inscrire en 2017 la ville d'Hébron ou Al-Khalil. Et là, vous avez dû aussi voir la presse, ça a été un scandale
total pour Israël. Israël a fait un énorme scandale, avait fait une énorme campagne contre cette inscription, puisque vous savez que ce lieu est un lieu qui est, sur lequel se tient le tombeau des patriarches, et que c'est un lieu très, très, très contesté entre Israël et la Palestine, et surtout son histoire, ce lieu de pèlerinage pour les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, lieu très symbolique pour les uns et pour les autres. Donc finalement, cette décision a été adoptée à 12 voix pour, 6 abstentions et 3 voix contre. Les efforts diplomatiques déployés par la Palestine ont porté leurs fruits, puisque Hébron a été inscrit. Par Israël, n'ont pas porté leurs fruits, puisqu'ils n'ont eu que 3 voix contre. Et aujourd'hui, Israël, vous le savez, et les États-Unis ont quitté l'UNESCO, notamment, alors l'histoire de la relation Israël-Palestine à l'UNESCO, du départ d'Israël et des États-Unis, elle peut être expliquée de différentes manières. Il y a la manière comment dirais-je, bureaucratique et administrative, mais qui est aussi politique, puisque les États-Unis ont le budget des États-Unis, ou dans le budget des États-Unis est inscrite une interdiction de contribuer de près ou de loin à des organisations liées à des organisations terroristes, et la Palestine est considérée comme une structure, une organisation liée à des organisations terroristes comme le Hamas. Et je regarde l'heure, je vois ouais. Je me dépêche de terminer, j'ai bientôt fini pour laisser un petit peu de place pour les questions. Et donc, comme les États-Unis ne peuvent pas contribuer à une organisation, donc l'UNESCO, dont la Palestine, ne peuvent pas, le budget des États-Unis ne peut pas aller au bénéfice de près ou de loin de la Palestine, d'une organisation terroriste, et donc la Palestine est considérée comme étant liée de près ou de loin, notamment au Hamas. À partir donc de l'entrée de la Palestine en 2011 à l'UNESCO, le coup près tombe, les États-Unis ne peuvent plus payer leur contribution à l'UNESCO. Donc déjà, grand vide budgétaire, mais autre conséquence, les États-Unis cessant de payer leur contribution, au fur et à mesure, ne peuvent plus avoir le droit de vote à la conférence générale de l'UNESCO et ne peuvent plus présenter leur candidature au conseil exécutif de l'UNESCO. Et donc, politiquement, les États-Unis ont une existence un petit peu complexe à l'UNESCO depuis l'entrée de la Palestine. Par ailleurs, puisqu'ils ne paient plus leur contribution, leurs arriérés s'accumulent. Et donc, en 2017, ils ont 650 millions de dollars d'arriérés. Par ailleurs, Hébron est inscrite en juillet 2017. Donc, tout cela fait que les États-Unis et l'Israël quittent l'UNESCO. Donc, voilà un exemple très, très flagrant de géopolitique du patrimoine mondial, de manière dont le patrimoine constitue un attribut de la souveraineté d'un État. On a l'habitude de penser que la souveraineté d'un État et la défense de la souveraineté d'un État est représentée par sa défense, par la défense du territoire, par son armée, par ses capacités de projection. Eh bien, le patrimoine est aussi une manière de représenter sa puissance et sa souveraineté. Voilà les quelques exemples de géopolitique du patrimoine mondial que je voulais vous donner. Un dernier point, on a une grosse négociation aussi en ce moment, elle est conclue, mais on en a eu une grosse, sur ce que l'on appelle les sites de mémoire des conflits récents. Beaucoup d'États veulent inscrire des sites
Donc là, on a un petit peu, on voit le conflit Corée-Japon, par exemple, qui s'invite au patrimoine mondial. Et on a donc des États qui veulent inscrire des sites témoins d'une histoire de conflit qui leur appartient. Alors, le Comité du patrimoine mondial a accepté d'inscrire Hiroshima et accepté d'inscrire Auschwitz pour solde de tout compte. Et a dit, on inscrit ces deux, mais après, c'est terminé. On n'inscrit plus aucun autre site. Sauf que beaucoup d'États frappent à la porte en disant, et je vais donner là l'exemple du Rwanda, en disant, les sites du génocide rwandais sont extrêmement importants pour notre nation, pour notre histoire, pour notre mémoire, et nous voulons inscrire ces sites au patrimoine mondial. Alors nous, alors déjà pour le comité du patrimoine mondial, c'est compliqué puisqu'il y a eu cette décision de n'inscrire aucun autre site que lié à des mémoires de conflits récents que Hiroshima et Auschwitz. Mais par ailleurs, et donc les protestations ont été vives, et notamment le Rwanda, voilà, je donne juste cet exemple. Et pour nous, c'est un souci parce que ces sites du génocide rwandais sont des sites mémoriels sur lesquels figurent notamment les listes des soldats français que les Rwandais considèrent comme ayant été impliqués dans le génocide rwandais. Et donc, c'est un sujet de préoccupation pour la France et de réflexion pour savoir comment cette question peut être traitée. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre écoute et je me tiens à votre disposition pour quelques questions. Tout d'abord, Excellence, merci beaucoup pour cette conférence de votre part passionnante qui n'est pas terminée parce qu'il y aura quelques questions, mais en tout cas, sachez que c'était pour nous extrêmement enrichissant de vous entendre. Bien sûr, le sujet est vaste. On a compris, en tout cas, par vos propos, la complexité des choses, l'imbrication complète de la vie politique dans la mission de l'UNESCO dans le monde. Moi, je voudrais vous poser une question d'ordre un peu général. Je voudrais vous demander, aujourd'hui, en 2022, à chaque fois que vous rencontrez des personnalités politiques en France ou à l'étranger, quelle est leur perception, quelle est la perception qu'ils ont de l'UNESCO en général, de son image? Est-ce que vous diriez que l'image de l'UNESCO est plus forte qu'il y a 15 ans ou moins forte? Que faut-il faire pour la renforcer? Comment vous percevez en tout cas le regard de toutes les personnes que vous rencontrez sur l'UNESCO et ses missions et ses valeurs? Question un petit peu comment. Alors, il y a plusieurs angles de réponse. Le premier angle, je vais vous dire une chose, par exemple, l'angle ministère des Affaires étrangères français. C'est vous voyez, la politique étrangère de la France est fondée notamment sur sa force de projection, sur sa souveraineté, sur la défense de son territoire, la défense de ses intérêts. Et la question est de savoir si il y a des intérêts de la France ou de l'Union européenne aujourd'hui à défendre à l'UNESCO. Et il nous semble que jusqu'à présent, on a considéré que justement la question culturelle, au fond, c'était une question universelle, de doux rêveurs, et qu'il n'y avait aucune question de défense des intérêts à gérer au sein de l'UNESCO. Mais les propos que je viens de tenir montrent qu'en réalité, beaucoup plus d'attention doit être prêtée à l'UNESCO. Et cette manière de traiter l'UNESCO de la France, de l'Union européenne, le départ des États-Unis, de l'UNESCO, laisse libre cours, libre champ, le champ libre à des États, d'autres États qui utilisent l'UNESCO pour promouvoir leur influence à travers des outils comme l'éducation, la culture et la science. Vous imaginez bien, par exemple, dans le domaine des sciences, on a une discussion sur
l'intelligence artificielle. La Chine dit très bien, mais avant de pouvoir discuter de l'éthique de l'intelligence artificielle, il faut pouvoir d'abord doter les États qui ne sont pas dotés d'intelligence artificielle, il faut les doter. Et nous, nous tenons à la disposition de ces États pour les doter. Voilà. Amandine, vous voulez me dire quelque chose? Amandine, dites-moi. Alors, il semble que vous avez été très complète, Excellence, puisque vous avez non pas intimidé les personnes qui vous écoutent, mais je pense que vous les avez nourries, puisque nous avons assez peu de questions. Il est vrai que les sujets que vous abordez sont des sujets de haut niveau, de haute volée, et qui ne nécessitent pas vraiment de questions appropriées. Mais on en a. Anne? Non, on n'a pas de questions. Oui. On va libérer Madame l'ambassadrice en la remerciant infiniment pour son intervention. Et on va vous proposer de noter dans vos agendas vos prochains rendez-vous. Donc, voilà. Et donc, pendant que ceci s'affiche à l'écran, vous pouvez prendre vos agendas. Je laisse Pierre-Emmanuel remercier. Oui, alors, Excellence, je sais que vous avez un avion à prendre. Sachez que nous vous remercions très chaleureusement. Vous aurez sûrement à reprendre une partie de vos propos lors de dîner caritatif de la mission qui fait ça le comble. Donc, nous serons un très grand nombre de personnes autour de la mission pour vous entendre et vous accueillir à nouveau. En tout cas, un grand merci du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui, du temps précieux. On vous souhaite un bon vol. Et puis, je sais que certaines personnes avaient peut-être des questions un peu plus profondes à poser qui n'ont pas osé le dire tout de suite, mais on les a notées et on vous en reparlera car elles étaient, ces questions, sujettes à de longues réponses et on sait que vous êtes un tout petit peu pressé ce soir. Un grand merci, très chaleureux. À très bientôt et sachez en tout cas combien la mission Champagne vous est reconnaissante de l'intérêt que vous lui portez et du rayonnement que vous nous donnez à chaque fois que vous le pouvez. Et nous sommes très fiers d'être à vos côtés dans les nombreuses missions que vous occupez avec, je le sais, beaucoup de talent et de succès. Merci, Excellence. À très bientôt et bon voyage ce soir. À très bientôt à tous. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.